Bon, ben bonjour tout le monde. Bonjour aux braves et merci aux braves et braves qui ont choisi d'être ici alors que la journée avance et que tout le monde est fatigué, j'imagine. En tout cas, nous autres, on est fatigués. On va essayer de survivre. Le thème de la journée, c'était pas l'Asie, mais il se trouve, avec le temps, on s'est rendu compte qu'en préparant le programme, il y avait une dominante Asie aujourd'hui. Entre ce que Mathieu Poulain et Élise faisaient ce matin et ce qu'on fait maintenant, et puis entre les deux avec des éléments de Tibet, il y a définitivement une thématique Asie. Moi, je m'en réjouis parce que je pense que c'est important de témoigner au département d'anthropologie à Laval du fait qu'il y a non seulement des professeurs qui travaillent sur l'Asie, mais il y a de plus en plus d'étudiants qui travaillent sur l'Asie. Bon, au bac, c'est un peu difficile, on peut faire des travaux dans nos cours, mais à la maîtrise et au doctorat, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur l'Asie. Au moment où on se parle, donc, il y a, je ne sais plus, 8, 9 personnes qui sont en train de faire ou qui viennent juste de finir des thèses de maîtrise ou doctorat qui touchent d'une façon ou d'une autre à l'Asie. Et c'est un nombre qui est en augmentation et je pense qu'il y a des bons motifs pour ça. Le premier, c'est que l'Asie est sous-étudiée au Canada en général, moins dans l'Ouest, mais plus dans l'Est. C'est sous-étudié au Québec en particulier à cause de questions linguistiques et c'est sous-étudié à Laval aussi. C'est plus étudié à Montréal qu'à Laval, par exemple. Il y a des centres d'études de recherche sur l'Asie à Montréal, il n'y en a pas vraiment à Laval. Donc, on veut, nous, un peu montrer ça. On veut rendre manifeste le fait que pour le 40e anniversaire du département, si on regarde vers le passé, on ne verra pas beaucoup d'Asie. Si on regarde au présent, on va en voir quand même de plus en plus. Et moi, je prédis qu'en regardant dans le futur, on va en voir énormément plus, ne serait-ce que par rattrapage par rapport à un continent c'est la moitié du monde. Et on ignore plus ou moins la moitié du monde ici à Laval de façon routinière depuis longtemps. Et c'est un problème, je pense, auquel il faut essayer de trouver des solutions. Alors, ceci dit, aujourd'hui, à la dernière séance, en ce moment, les trois présentations n'ont pas vraiment de lien entre elles. Sinon qu'on s'était rencontrés les trois, on s'est dit, tiens, on a travaillé sur l'Asie, il y a 2 maîtrises qui se terminent. Catherine Larouche et Gopesha Paquette finissent tous les deux leur maîtrise dans les prochains mois ou très bientôt. Et moi, je ne finis pas, par exemple. Mais on a à la fois un terrain asiatique, mais aussi une passion pour l'Asie. Tout le monde pense à faire, moi, à continuer, et eux à faire éventuellement des doctorats sur l'Asie aussi. Il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là, puis on avait ça en commun. On trouvait ça intéressant d'essayer de faire quelque chose ensemble. Ceci dit, on ne donne pas de cours aujourd'hui. On n'est pas là à essayer de... les gens qui veulent m'entendre dans un cours savent où aller. Hein, c'est marqué sur les horaires. Il y a des numéros de cours, vous vous inscrivez. Je n'en rajouterai pas une couche ici. Ça n'est pas nécessaire ni pour vous ni pour moi. Donc, on va faire ça un peu bon enfant, relativement simple et relativement court aussi. Le fait qu'on a 2 thèmes qui touchent à l'Inde, et notamment à l'Inde urbaine, on les a mis ensemble et on va les mettre à la fin pour être sûr que ce soit ceux qui restent dans votre esprit pour les questions à la fin. Moi, je n'ai pas besoin de questions, ça me manque pas dans la vie des questions. Donc, je vais passer en premier. Alors, pour démarrer, ce dont nous parlons, juste pour le situer, donc ça va être l'Asie classiquement découpée, dans ce cas ici par les Nations Unies, avec les points noirs qui vous montrent où sont les lieux des 3 présentations d'aujourd'hui. Alors, dans mon cas, sur la frontière sino-vietnamienne à droite, à l'est, et dans le cas de Gopesha et Catherine, ce sera donc à Mumbai, Bombay, et à Delhi, dans les 2 cas en Inde. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui ressemble à un nom de maladie de peau, ça n'en est pas. Ça a été inventé par quelqu'un qui cherchait la notoriété et qui était en mal d'idée. Il a appelé ça zomia. Ce qu'on a ici, au fond, c'est une définition très, très schématique de l'endroit, une délimitation schématique. Et la raison pour laquelle je vous parle de zomia, c'est pas parce que je veux inventer ici ou je veux contribuer à inventer une nouvelle ère culturelle en Asie, mais plutôt pour amener un projecteur sur une région qui est sous-étudiée et qui est en général même ignorée par la plupart des asianistes, donc les gens qui travaillent sur l'Asie. Et c'est la région montagneuse au centre de la masse continentale asiatique. Une région montagneuse que tout le monde connaît avec certains noms, par exemple l'Himalaya, et puis il y a quelques autres chaînes autour, le Pamir, Karakoram, etc. Et il y a aussi tout ce qui s'appelle, du côté droit, qui descend vers la péninsule sud-est asiatique, ce que moi j'appelle le massif sud-est asiatique.
Donc, il y a tout un ensemble là qui est vu généralement comme étant marginal parce que, comme c'est en altitude, et là on parle des plus hautes altitudes sur la planète, il y a nécessairement une population clairsemée. Ce n'est pas des populations de basse terre sur les littoraux ou dans les grands deltas fluviaux. Mais on s'intéresse de plus en plus à cette région-là parce qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement, non seulement en anthropologie, mais dans les sciences sociales en général, qui essaie de regarder les questions de ce qu'on appelle les minorités ethniques. Ici, on a tendance à appeler ça les autochtones. C'est la même idée jusqu'à un certain point. De façon de plus en plus transnationale et de façon de moins en moins concentrée dans un pays. Les minoritaires dont moi je vais vous parler ne sont pas représentés dans uniquement un pays. Ils sont dans un paquet de pays qui sont limitrophes les uns des autres. Courte liste, vers l'ouest, le Moyen-Orient, Afghanistan, Pakistan, Kyrgyzstan, etc. Tout l'ouest de la Chine, tout ce qui est en gris, là, vous montre cette zone qui a été appelée Zomia. Il y a 2 tons de gris parce que l'auteur de cette idée-là a eu une première idée en 2002, c'est le gris foncé, auquel il a ajouté en 2007 une extension parce qu'il a continué à discuter, à réfléchir, puis il a fait cet ensemble-là, qui s'appelle Zomia. Et vous avez aussi donc en pointillé un autre élément de Zomia qui, celui-là, est celui proposé par un auteur plus récent qui a publié l'an dernier un livre sur la question. L'auteur s'appelle James Scott. C'est un politologue avec un penchant pour l'anthropologie, mais c'est d'abord un politologue. On est donc ici non seulement dans le transnational, dans le transculturel, mais on est aussi dans le transdisciplinaire. Donc on détruit un peu les frontières habituelles anthropologiques et je pense que c'est quelque chose aussi d'intéressant à faire et sur quoi il faut réfléchir davantage. Alors rapidement, les 2 auteurs qui sont à l'origine de cette idée-là, de Zomia, c'est donc Willem van Schendel des Pays-Bas, qui a publié en 2002 l'article qui est là, je ne vous donne pas les détails, vous les avez. James Scott, son livre l'an dernier. Et ce que ces 2 gens-là essaient de nous dire avec cette région-là, c'est qu'il y a là un espace marginal, oui, transnational certainement, mais un espace qui est davantage politique que géographique. Ce n'est pas juste des montagnes. C'est une zone où il y a plein de gens de provenances différentes. Il n'y a pas d'unité culturelle du tout dans cette zone-là. On vient de voir avec le panel précédent que la partie centrale de cette zone grise-là, le Tibet, grosso modo, le plateau tibétain, a une unité historique, certainement, une unité impériale, a une unité linguistique jusqu'à un certain point, une unité religieuse, une identité particulière, mais le plateau tibétain, c'est, si je ne m'abuse, entre 8 et 10 millions de personnes à peu près en termes de population. La partie ouest est beaucoup plus peuplée. La partie est, délimitée en gros par le pointillé qui est là, que vous voyez, on parle aisément de 50 millions de personnes. C'est quand même beaucoup de monde, mais ces 2 extrêmes-là n'ont pas d'unité de temps, d'unité historique, d'unité linguistique, d'unité d'organisation en termes d'État. C'est beaucoup plus fragmenté que ça. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans tout cet ensemble-là, le seul nom qui vous est familier, c'est celui de Tibet. Et tous les autres endroits vous paraissent comme étant un peu... mais c'est plutôt la périphérie de tel pays ou la partie qu'on connaît moins parce que c'est trop loin et qu'il n'y a personne dans tel autre pays. C'est comme ça que c'est formaté intellectuellement la plupart du temps. C'est un espace social qui est rendu invisible parce que Van Schendel a appelé une géographie de l'ignorance, c'est-à-dire une façon de construire la géographie qui a comme conséquence d'ignorer un certain nombre de choses, notamment des zones tampons, comme ces zones montagneuses-là, comme pendant longtemps la Méditerranée, jusqu'à Fernand Braudel, était perçue comme un espace de division, alors que lui a bien montré à tout le monde, de façon éloquente, que la Méditerranée, au contraire, c'était plutôt un espace de communication, un espace même d'union, dans certains cas. Et finalement, ça c'est la thèse de Scott, et c'est une thèse qu'on peut discuter, dont on peut débattre, et qui est certainement très litigieuse jusqu'à un certain point, là, c'est que lui pense que les habitants de cette zone grise-là sont des gens qui ont fui sciemment les basses-terres qui les environnent. Ils n'ont pas été chassés par les gens des basses-terres, ils ont fui volontairement, à la fois pour ne pas être inclus dans un État important qui était en train de se construire, l'Inde au sud, la Chine à l'est, les empires sud-est asiatiques en bas à droite, dans la partie basse. Et ces gens-là, non seulement fuyaient l'inclusion dans un État, mais fuyaient même l'idée de l'État. Ils n'en veulent pas d'État. Ils ne veulent pas créer chez eux un État, des sociétés acéphales, des sociétés qui n'ont pas produit d'organisation politique au-delà des systèmes de parenté, pour la plupart. Et là, on parle jusqu'à il y a à peu près une centaine d'années. Depuis 100 ans, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Mais j'ai dit que je ne donnerais pas un cours. Faut que je m'arrête. Alors,
125 millions de minoritaires, ça en fait du minoritaire. OK, on se comprend. Au Canada, les Amérindiens, on parle de 1 à 2 à 3 millions, dépendamment des façons de les calculer. Et c'est un sujet important dans la politique canadienne, dans les budgets canadiens. On le voit actuellement avec toute la question du Nord et du gouvernement conservateur. Là, ils sont 125 millions de minoritaires, pas des habitants, là, que des minoritaires dans cet ensemble gris-là qu'on voit, dont on n'entend pratiquement jamais parler, sauf le cas qui est devenu une cause célèbre, donc le cas du Tibet, et maintenant un petit peu le Xinjiang, donc les Ouïghours au Xinjiang. C'est beaucoup de monde, on ne peut pas se permettre de les ignorer, là, je pense qu'il faut se rendre compte de ça. Ce qu'ils ont comme caractéristique, c'est d'avoir aucune caractéristique commune, sinon d'habiter en altitude et d'être séparés par des frontières internationales, etc. Je rentre dans aucun détail. Si on commence à faire l'ethnographie particulière d'un groupe, il faut faire celui des 300 autres groupes aussi. Là. On a un problème de fragmentation tellement énorme, qui est probablement le plus important à l'échelle planétaire actuellement. Scott le soutient en tout cas. Qu'on ne peut pas vraiment présenter un groupe en particulier. Donc, je vous présente des photos de façon un peu impressionniste comme ça, pour que vous voyez grosso modo de quoi ça a l'air. Juste voir que c'est des espaces de distinction. Ces gens-là ne sont pas des Chinois Han, ce ne sont pas des Indiens hindous, ce ne sont pas des Vietnamiens des Basses-Terres, ce ne sont pas des Birmans des Basses-Terres, c'est des gens autres, c'est une variété de gens autres, avec donc des formes d'expression culturelles particulières, distinctes, jusque dans l'architecture. Ça a été pris il y a 3 ans. Là. On ne parle pas de l'Antiquité, on ne parle pas de choses disparues. Ce n'est pas un village touristique. Il n'y a pas un touriste étranger qui a mis les pieds là, jamais, dans ce village-là, qui est dans le district de Phongsaly, dans la province de Phongsaly, dans le nord-est du Laos. C'est un village d'ethnie Hakka et qui est construit comme ça normalement. Il y a des formes d'expression de distinction. L'architecture, on le voit, c'est clair. Vous allez voir aussi que d'une photo à l'autre, les formes de distinction varient énormément. Donc ici, on tombe dans le religieux. Ici, c'est pas moi qui ai pris cette photo-là, c'est une photo que j'ai piégée dans un volume sur les Miao du Kweichow, une province chinoise, juste à l'est du Yunnan, avec des cérémonies donc associées au sacrifice animal, des cérémonies animistes importantes. Et le sacrifice animal, dans ce cas ici, c'est des buffles, parce que le buffle, dans toute l'Asie, toute la partie sud-est de la masse continentale asiatique, ainsi que dans l'archipel, c'est l'animal sacrificiel par excellence. C'est le plus gros, c'est le plus fort, c'est le plus coûteux. Et quand on veut faire un sacrifice important, c'est un buffle qu'on sacrifie. Dans ce cas ici, quelques buffles. Le chamanisme, beaucoup de gens ici s'intéressent aux études inuites, par exemple, et ont une vision du chamanisme qui est associée aux études inuites. Le chamanisme est évidemment une activité religieuse et une forme de conception de l'univers beaucoup plus vaste que la simple définition inuite. Et on a aussi des formes chamaniques qui sont asiatiques, représentées dans ce cas-ci par le groupe Hmong. Et dans le groupe Hmong, on a ici une femme, donc c'est une femme chamane, déjà c'est intéressant. Et elle a toute la représentation du cosmos accrochée après son petit hôtel comme ça. Et c'est là que les représentations vont aller se faire pour guérir qui a besoin d'être guéri, pour éloigner les mauvais esprits du village, pour rendre la récolte plus fertile cette année. Il y a toute une analyse à faire des représentations des animaux dans le ciel, de l'échelle. Je ne sais pas si vous voyez au milieu, c'est peut-être pas clair ici. Il y a une échelle qui monte jusqu'à l'étoile principale, etc., etc. Il y a énormément de choses intéressantes dans ces créneaux-là. Ce sont aussi des sociétés agricoles, pour la plupart. Ce que je vous dis, il faut toujours le prendre avec un bémol quand on parle de la Chine. De plus en plus, la Chine est en train, on l'a vu avec Mathieu ce matin, est en train de passer le rouleau compresseur moderniste sur l'ensemble de son territoire, et en particulier, depuis une dizaine d'années, dans le sud-ouest, donc au Yunnan, au Kweichow, dans ces régions-là, parce qu'il y a un grand plan qui s'appelle le Go West programme pour vraiment développer sur le plan économique, mais à tout prix, ces régions éloignées, pour les intégrer à l'État centralisé, pour briser cette zone de refuge qui était jusque-là utilisée à cette fin-là par beaucoup de gens. Et derrière les images idylliques, ça c'est un village Dong, photo qui date de l'an dernier, au moment du repiquage du riz, donc dans le sud-est du Kweichow, où une de nos étudiantes de doctorat, Candice Cornet, fait son terrain. Ça a l'air d'un village idyllique, c'est tranquille, les belles maisons en bois, etc. Vous voyez la montagne qui est derrière. Derrière la montagne qui est derrière, est en train de se construire une autoroute à 8 voies qui va passer à moins d'1 kilomètre du village. Et on est en train de percer les montagnes. En Chine, on ne fait pas le tour des choses, hein, on perce.
Et quand on arrive au-dessus d'un trou, on met des colonnes en béton, une derrière l'autre, et il va y avoir un train à grande vitesse. Pas un petit train, là. Un train à grande vitesse qui va passer dans le fond. On est dans la province réputée la plus arriérée de Chine. On est rendu à ce niveau-là, ce qui vous donne une idée. Mais il reste que sous ce développement-là, il y a encore une vie locale assez importante, assez intéressante. C'est le langage chinois. Le problème pour parler de ces minorités-là, c'est qu'on utilise souvent l'ironie. Je ne sais pas qui me demande ça, je ne vous vois pas là. Oui. On utilise l'ironie parce que le langage politique utilisé par les pays socialistes, donc la Chine, le Vietnam et le Laos, utilise énormément ce que Isabelle Henrion a utilisé tantôt pour parler d'eux, aussi avec ironie, elle dit « backwards ». Alors, backwards, c'est arriéré en français. Ces populations-là sont, là je pourrais vous faire un 45 minutes sur les politiques d'État à l'endroit des minorités. Grosso modo, ces populations-là sont ciblées par l'État pour être normalisées, pour être standardisées, envoyées à l'école, devenir des citoyens comme les autres, c'est-à-dire qui s'habillent comme tout le monde, qui prient comme tout le monde, qui ont des formes d'activité économique comme tout le monde, pour les sortir de cet arriérage, de ce backwardness, qui est perçu par l'État socialiste comme étant la forme inéluctable dans laquelle les sociétés dites primitives se trouvent. On est dans la logique marxiste des stades de développement. Ils sont au communisme primitif, dans l'esprit de l'État. Il faut les amener rapidement au paradis socialiste. Donc, quand j'utilise ces mots-là, évidemment, avec ironie. C'est des sociétés qui ont un équilibre historique qui est très ancien. Forcément, s'ils sont là en même temps que nous autres, ils ont des histoires comparables à la nôtre en termes de durée, mais ils n'ont pas nécessairement pris les mêmes chemins. Alors, les activités les plus courantes, par exemple l'agriculture que je viens de vous montrer, mais aussi les échanges commerciaux. Dans ce cas ici, donc, les foires aux bestiaux, les échanges d'animaux, le maquignonnage, etc., font partie depuis toujours des rapports entre communautés, non seulement à l'intérieur d'un groupe ethnique particulier ou d'une région, mais aussi entre groupes et entre régions. Donc, les buffles, c'est un des phénomènes qu'on analyse beaucoup. Donc, ma conjointe, Sarah Turner, à Montréal, à McGill, et moi avons, depuis un certain nombre d'années maintenant, suivi certains produits, entre guillemets, pour essayer de voir leur filière de circulation, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est dans cette activité économique-là, qui est l'échange des buffles, qu'est-ce qui est derrière ça en termes de rapports sociaux, en termes d'histoire, en termes de déclaration d'identité, qui on est, qui on veut être et qui on essaie de ne plus être, par exemple. Alors, les buffles, c'en est un, de ceux qu'on suit, et l'autre, c'est l'alcool domestique. Toutes les familles des montagnes du nord du Vietnam. Dans ce cas ici, on est au marché de Can Cao, dans la province de Lao Cai, le district de Bac Ha. Ça a été pris, ça, il y a 2 ans. Les familles produisent localement, à la maison, avec des alambics maison, très rudimentaires, mais efficaces, de l'alcool à partir du maïs et non pas du riz. Le classique asiatique, c'est l'alcool de riz. Dans les montagnes, on peut faire pousser du maïs. L'alcool de maïs coûte moins cher à produire et se trouve à être meilleur au goût, très prisé dans les montagnes. Dans toutes les zones de marché, donc, on a des échanges comme ça, des gens qui viennent vendre leur alcool de maïs et d'autres qui viennent en acheter. Et on suit donc le produit alcool de maïs en fonction du départ, donc dès la plantation de la plante, l'entretien, la récolte, le changement, la circulation, etc. etc. J'en suis dans les temps. On a commencé à 1h30, hein? C'est ça? OK. J'essaie d'être bref. La modernité, bien sûr, arrive. L'État la promeut. Dans tous les pays qui font partie ou qui touchent à la zone grise que je vous montrais tout à l'heure, à Zomia, tous ces pays-là ont des plans de développement de leur minorité. Quand c'est des pays capitalistes, ils ont des plans qui ressemblent aux plans canadiens. Ils ont besoin d'aide, ces pauvres gens-là. Il faut faire quelque chose pour eux. On va les subventionner, on va leur donner un petit peu de pouvoir décisionnel local, pas trop. Quand c'est des tyrannies ou des dictatures militaires, comme en Birmanie, on les bombarde ou on tire dessus. C'est ça la politique. Et quand c'est des pays socialistes, donc comme la Chine, le Vietnam et le Laos, je ne touche pas à la Corée puisqu'il n'y a pas de minoritaires de ce type-là en Corée. Là, on essaie tout simplement de les utiliser à des fins folkloriques pour le tourisme, comme Isabelle Henrion le montrait tout à l'heure très clairement au Tibet. Le plan qui est en application actuellement pour folkloriser, touristifier ces minoritaires-là au Tibet est en fonction dans toute la Chine.
Il y a une cinquantaine de millions de ces minoritaires-là dans la zone dont je vous parle, donc le sud-est, le sud-ouest ou sud-centre de la Chine, et beaucoup moins ailleurs. La grande majorité des minoritaires chinois sont dans cette zone-là, autour de la province de Yunnan. Donc c'est là que l'effort de l'État est le plus important pour les rendre consommables sur le plan touristique. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et on a une nouvelle... Est-ce qu'elle est là, Pascal-Marie? On a une nouvelle étudiante de doctorat ici qui arrive de France qui travaille justement sur la touristification d'une de ces cultures-là autour du lac Lugu dans le nord, l'extrême nord de la province de Yunnan sur la frontière de Sichuan. La modernité arrive par des voies habituelles qu'on voit partout ailleurs. Vous voyez ça en Amérique latine, vous voyez ça en Afrique. La technologie s'implante tranquillement avec l'électrification villageoise. Et ici, on a un cas de télévision que les minoritaires viennent voir en allant au marché, puis ils trouvent ça amusant de regarder une télévision. Peu importe ce qu'on y projette, encore qu'on peut travailler beaucoup sur l'idée, justement, de ce qu'on y projette, qui est le cas de Philippe Messier. Je vais nommer tout le monde, finalement. Dans le cas de Philippe Messier, qui est en train de terminer, qui vient de terminer, pardon, sa maîtrise, le dépôt de son mémoire, qui analyse une des télévisions d'État vietnamiennes. Qui dit régime socialiste dit tout est d'État. Donc la télévision, tout ce qui s'appelle médias qui pourrait avoir une utilité pour embrigader les populations distinctes ou qu'il faut garder sous contrôle pour éviter qu'on les utilise à des fins de rébellion ou de sédition. Bon, bien, la télévision d'État au Vietnam a une chaîne qui est un genre d'APTN vietnamien, mais APTN, c'est la version soft. APTN, ici, c'est une télévision pour les groupes amérindiens, les groupes autochtones, par les groupes autochtones, avec un petit budget. Là-bas, c'est une télévision par l'État vietnamien, dirigée à l'endroit des minoritaires, et les minoritaires n'ont rien à dire sur la programmation. Ce qu'on leur demande, c'est d'écouter et de comprendre. Et ce qu'on leur envoie comme message, c'est comment devenir des bons citoyens vietnamiens, comme tout le monde. On leur envoie des messages dans ce genre-là aussi. Donc ça, c'est en périphérie de la ville de Sapa, dans un village Hmong, dans le nord du Vietnam, où on dit finalement une famille, 2 enfants. Et qu'est-ce qu'on suggère par le dessin qui est là? Donc l'adhésion à un projet technologique, un projet de modernité qui passe par l'éducation. On a le bon goût de mettre la fille au pupitre et non le petit gars qui est encore un bébé. Mais le projet est le même. Le projet, c'est l'intégration générale de ces populations-là. Je vous signale que dans le village où cette affiche-là est, il n'y a pas une seule maison qui serait capable de recevoir un ordinateur et de le faire marcher, là. Il n'y a pas assez d'électricité pour ça. Il n'y a pas de pupitre, évidemment. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a rien de ça. Ça ne rentre pas du tout encore, technologiquement, dans la matrice habituelle. Donc, il y a un projet derrière ça, sûrement, de développement important. Les autres formes d'arriver vers la modernité socialiste, c'est aussi de devenir des travailleurs salariés, d'être de moins en moins des agriculteurs indépendants. Et une des formes de travail salarié la plus courante, et c'est partout en Asie, c'est partout en Afrique, c'est partout dans les pays dits en développement, c'est la main-d'œuvre non spécialisée. Donc là, on a des exemples de Hmong dans le nord du Vietnam, encore dans ce cas-ci, qui vendent leur force de travail, qui ne s'habillent plus en Hmong pour faire ça d'ailleurs, c'est une stratégie, qui vendent leur force de travail comme ouvriers non spécialisés, ils transportent de la roche cassée. C'est ce qui est vraiment pas, qui ne demande pas d'habileté particulière, sinon d'être costaud et de pouvoir durer longtemps. Celle-là, je l'avais trouvée spécialement intéressante. Ça, c'est l'été dernier, en route pour aller de Laokai à Ha Giang, donc sur la frontière chinoise du côté vietnamien, entre 2 provinces au Vietnam. On a une exploitation minière sauvage, c'est-à-dire qui prend aucune précaution avec l'environnement et qui largue les scories de l'exploitation et du concassage sur des grandes piles comme ça. Et là, il y a tout un paquet de Hmong. Tous les gens qui sont en noir, c'est des minoritaires Hmong qui sont aux champs autour. Ce qu'on ne voit pas, c'est que dessous, il y a des champs ici. Et quand ils voient les camions arriver, tout le monde se précipite pour monter la dune qui est là, aller s'installer là ou monter carrément sur le camion et d'essayer de retrouver dans les scories des éléments. C'est de l'or dans ce cas ici qu'on mine. Trouver peut-être des bouts de roche qui auraient peut-être encore, qui ont passé à travers le tamis du système et qui pourraient encore peut-être avoir une certaine valeur. Et ils vont faire ça quand un camion vient, ils en ramassent un petit bout. Il doit y avoir des gens qui se font enterrer régulièrement, à mon avis. Et éventuellement, ils rapportent ça dans une poche à la maison, ils revendent ça à la compagnie, puis ils retournent au champ. Donc, c'est une espèce de spécialisation étrange en fonction d'une situation très particulière qui dénote encore ici le type d'approche que l'État au Vietnam, dans ce cas-ci, a par rapport non seulement à ses populations minoritaires, mais aussi à son environnement. Il y a une petite rivière en bas de ça qui est complètement envahie par ça, là. Je ne sais pas ce que ça donne comme effluve, là, mais ça ne doit pas être très génial.
2 minutes. Le progrès socialiste, donc, une murale qui entoure le campement du comité populaire de la province de Lao Cai, dans la ville de Lao Cai au Vietnam. Ça fait 3 mètres de haut, hein, ce truc-là, et ça fait 100 mètres de long. Il y a toute une fresque là, d'idées comme ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est le projet vietnamien, l'endroit des minoritaires. Donc, l'harmonie, tout le monde est heureux, tout le monde danse ensemble, les minoritaires et les Vietnamiens. Et le progrès, qu'est-ce qui s'en vient? C'est les trains à haute vitesse, etc. Mais je vous signale qu'ici, on est au sud de la frontière, on est au Vietnam, on n'est pas en Chine. En Chine, il y a des trains à haute vitesse. Au Vietnam, il y a des trains à très, très basse vitesse. Je ne vois pas quand, dans les prochaines 20 années, il pourrait y avoir un train à haute vitesse au Vietnam, même entre Hanoï et Saigon. Alors, on est loin de là, mais on sent le projet qui est là, qui est offert à ces minoritaires-là. Et évidemment, ça va prendre des proportions démesurées. Dans ce cas ici, on est à Guiyang, la capitale du Guizhou, la province chinoise dont je parlais tantôt en disant qu'elle était une des plus arriérées du point de vue chinois du pays. Et maintenant, il y a un Walmart qui, évidemment, vend des produits made in China. Et je vous signale que les prix sont diamétralement moins chers que dans un Walmart d'ici. Et c'est les mêmes produits. Mais c'est dans une ville, c'est à Guiyang, qui est une ville dont personne n'a entendu parler et qui a 5 ou 6 millions d'habitants, si je me souviens bien. Pour finir sur une note plus réjouissante, je pensais vous proposer de voir en quelques images les temps forts d'une journée de terrain dans le nord du Vietnam ou sur la frontière sino-vietnamienne. Ça peut être du côté chinois aussi. C'est pas très sérieux. Et ça donne l'occasion de présenter des gens. Alors, il faut se lever le matin et puis embarquer dans le moyen de transport local pour essayer de se rendre là où on veut aller. Dans ce cas ici, on veut aller dans un marché hebdomadaire qui se tient à partir des aurores. Donc, il faut partir assez rapidement, ce qui n'est pas mon genre, mais des fois, ça m'arrive. Alors, ça, c'est les moyens de transport habituels autour de Sapa. Ça, c'est quand c'est plus le fun. Dans ce cas ici, on est dans la haute vallée du Yangtze et on s'amuse un petit peu plus. À droite, c'est ma copine, Sarah. Pour Marie-André, qui me dit depuis 4 ans, j'ai jamais vu Sarah. C'était Sarah. Sous le casque. Après, il faut manger, ce qui me donne l'occasion de vous présenter Steve Davio, qui est un doctorant chez nous, qui vit au Laos depuis une douzaine d'années et qui était venu avec nous au Vietnam pour faire cette visite-là il y a 2 ans. Et on est dans un marché, dans ce cas ici, dans le marché de Simacai, dans le nord de la province de Lao Cai, sur la frontière chinoise. Et il mange un plat de nouilles. On ne voit pas les nouilles, c'est assez effrayant, là, je vous signale. Mais Steve en a vu d'autres. Ensuite, il faut travailler quand on a pris notre petit déjeuner. Alors là, on fait des entrevues. Alors, c'est encore ma copine avec la casquette bleu pâle, qui est avec Christine en vert, qui est une doctorante à elle. On partage nos étudiants beaucoup, les étudiants gradués, Sarah et moi. Entre McGill et ici, on a ce qu'on appelle un labo, un laboratoire commun, où les étudiants se rencontrent de temps en temps. On vient d'en faire une rencontre la semaine dernière à Montréal. Et on travaille beaucoup ensemble sur le terrain. Dans ce cas ici, donc, Christine est avec nous. Et ça, ici, bon, ils sont en train de discuter avec des gens qui achètent et vendent des buffles, des mongs, dans ce cas-là, au marché de Simacai, dont je vous parlais tantôt. Ensuite, c'est la pause café. C'est important. Ici, on a Bernard, Hubert et Christine encore. Et c'est encore Sarah qui est là. Ça, c'est quand on est dans un endroit sympathique. C'est le fun. C'est pas toujours aussi confortable. Et il faut, après une après-midi complète d'interview, les marchés ferment vers 3 heures, 2 heures, 3 heures l'après-midi. Et donc, on a le reste d'après-midi pour discuter un peu, comparer ce qu'on a vu, discuter de ce qu'on a perçu, des genres d'informations qu'on a recueillies, ce qu'on pense qui est valide, ce qu'on pense qui ne l'est pas. Donc, le café peut s'étirer pendant un bon bout de temps, ce qui nous mène finalement au moment où il faut commencer à penser au souper et vérifier si la nourriture va être fraîche, comme elle devrait l'être. Alors, dans ce cas-ci, il y a vérification de fraîcheur de nourriture, toujours par Steve Davio, qui aime beaucoup les serpents. Pendant que le repas est en train d'être cuisiné, Mathieu Poulain-Lamarre se livre à une discussion sur la théorie des jeux avec Christine et Sue, si je me souviens bien. Est-ce que Mathieu est là? C'est Sue, hein, c'est ça? Voilà, voilà. Alors, l'état de la partie n'est pas allé beaucoup plus loin que ça parce que c'est compliqué et on ne sait pas jouer. On a essayé, mais ça ne marche pas. Et finalement, bon, ben, ça va être le repas, les libations. Un repas sur le terrain en Asie est toujours arrosé. Quand je dis arrosé, je veux dire c'est une douche d'alcool. C'est un bain tourbillon d'alcool, un jacuzzi d'alcool. C'est effrayant. Et il faut se préparer. Si on n'a pas le foie prêt avant de partir, il va ou bien lâcher ou être beaucoup plus musclé quand vous allez revenir. Voilà, merci beaucoup.